Le héros que personne n'avait vu venir. Il y a une question que presque personne ne se pose. On connaît tous Harry Potter. On connaît sa cicatrice, sa baguette, sa prophétie. On sait qu'il était l'élu, le seul qui pouvait vaincre Tom Jedusor. Mais cette prophétie, elle ne parlait pas forcément de lui. Il y avait un autre garçon, né un seul jour plus tôt, dont les parents avaient eux aussi défié le Seigneur des Ténèbres par 3 fois, dont le destin, à cause d'un seul choix arbitraire de Tom Jedusor, a basculé du côté de l'ombre, pour mieux exploser 7 ans plus tard dans la lumière. Ce garçon, il s'appelle Neville Londubat, et aujourd'hui on va parler de lui. Pas du maladroit qui perd son crapaud dans le Poudlard Express, pas du garçon qui fait fondre son chaudron en cours de potions, du vrai Neville, celui qui se cache derrière, celui qui est à mon avis le personnage le plus fascinant, le plus humain et le plus mal compris de toute la saga. Parce qu'il y a des choses sur Neville que même les fans les plus passionnés ignorent, des détails enfouis, des questions narratives si parfaites qu'elles donnent des frissons. Alors on va tout déballer, prenez le temps, ça vaut vraiment le coup. Partie 1. Les origines. Revenons au début, au soir du 30 juillet 1980. Frank et Alice Londubat attendent la naissance de leur fils. Ce sont deux aurores, les forces spéciales du monde des sorciers, des combattants d'élite, des membres actifs de l'Ordre du Phénix, l'organisation fondée par Dumbledore pour résister à Tom Jedusor. Ils ont défié le Seigneur des Ténèbres par 3 fois, et ils ont survécu à chaque fois. Cette nuit-là, leur fils voit le jour. Son nom ? Neville. Un seul jour plus tard, le 31 juillet, naît Harry Potter. Et c'est là que tout se joue. La prophétie que Voldemort va utiliser pour choisir sa cible parle d'un garçon né à la mort du 7e mois. Des parents qui ont défié le Seigneur des Ténèbres par 3 fois. Ces deux enfants correspondent tous deux à la lettre. Mais c'est Voldemort qui a choisi, et il a choisi Harry. Parce que Harry, comme lui, est un sang-mêlé. Et dans son arrogance, il pense qu'un sang-mêlé représente une plus grande menace qu'un sang pur. En faisant ce choix, Voldemort se condamne lui-même. Parce que c'est cette décision, et uniquement cette décision, qui fait de Harry l'élu. Pas la naissance, pas un talent inné, le choix d'un homme convaincu de sa propre supériorité. Et cette même décision va laisser Neville Londubat grandir dans l'ombre, pendant 7 ans, avant que son heure n'arrive. Mais avant Poudlard, avant les cours de magie et les combats contre les Mange-Morts, il y a une enfance. Et cette enfance-là va tout expliquer. Le 1er novembre 1981, pendant que le monde des sorciers célèbre la chute de Voldemort, pendant que les sorciers dansent dans les rues et s'embrassent dans les pubs, 4 Mange-Morts s'introduisent chez Frank et Alice Londubat. Bellatrix Lestrange, son mari Rodolphus, son beau-frère Rabastan et Barty Croupton Jr. Ils cherchent leur maître disparu. Ils veulent savoir où il est, ce qui lui est arrivé, et ils utilisent le seul outil qu'ils maîtrisent vraiment, le sortilège Doloris, le plus cruel des sortilèges interdits, celui qui inflige une douleur si intense que l'esprit finit par se briser. Frank et Alice Londubat ne parlent pas. Ce sont des combattants. Ils tiennent, ils résistent jusqu'au bout. Mais le bout cette nuit-là, c'est la folie. Ils sont internés à l'hôpital Sainte-Mangouste, dans l'asile des maladies incurables. Et ils n'en sortiront jamais. Vivants, mais perdus. Incapables de reconnaître leur propre fils, leur propre prénom, leur propre vie. Beaucoup de gens pensent que la situation de Neville est comparable à celle de Harry, deux orphelins de la guerre, mais ce n'est pas la même chose. Harry a perdu ses parents, Neville, lui, peut les voir. Il peut leur rendre visite, il peut s'asseoir en face d'eux, et il le regarde comme si c'était un inconnu. Chaque Noël, chaque vacances, depuis tout petit. Neville est élevé par sa grand-mère paternelle, Augusta Londubat, une femme sévère, rigide, qui porte sur la tête un chapeau orné d'un vautour empaillé. Détail absurde qui en dit long sur le personnage. Elle aime son petit-fils profondément, mais elle l'écrase sous le poids d'une attente impossible. Frank était un grand sorcier, un aurore respecté, et Neville ne montre aucun signe de magie.
Pendant des années, la famille pense sincèrement que Neville est un craquemol, un enfant né d'une famille de sorciers sans aucun pouvoir magique. Et pour le vérifier, son grand-oncle tente de provoquer la réaction magique chez lui, de force. Un jour, il le pousse dans l'eau au bout d'une jetée. Neville a failli se noyer. Une autre fois, il le tient par les pieds à une fenêtre du premier étage. Quelqu'un lui apporte une meringue, il le lâche par inadvertance. Neville avait 8 ans. Il a rebondi sur le sol grâce à la magie, et la famille a été soulagée. Pas consternée, soulagée. C'est dans cette atmosphère que Neville grandit, avec l'idée qu'il est insuffisant, qu'il est en dessous, qu'il n'est pas à la hauteur de son père. Et quand on vous dit ça assez souvent, vous finissez par le croire. Partie 2. S'étend à Poudlard. Neville arrive à Poudlard en septembre 1991. Il perd son crapaud Trevor dans le Poudlard Express. Premier jour, première humiliation. Le chapeau l'envoie à Gryffondor, à sa propre surprise. Il voulait aller à Poufsouffle, la maison où on ne lui aurait pas demandé d'être un héros. Sa première année est catastrophique sur le papier. Il se casse le poignet lors du premier cours de vol sur balai. Il ne rapporte aucun point à Gryffondor. Malfoy le ridiculise. Le professeur Rogue l'humilie en potion pratiquement à chaque cours. Et il commence à se dire que tout le monde avait peut-être raison sur lui. Et pourtant, à la toute fin de cette première année, il se passe quelque chose de petit en apparence et d'immense en réalité. Harry, Ron et Hermione veulent sortir en cachette pour récupérer la pierre philosophale. Et Neville leur barre la route. Seul, il se plante devant le portrait de la grosse dame et il dit « Je ne me laisserai pas faire, je me battrai s'il le faut. » Hermione l'immobilise avec un Petrificus Totalus. Il passe quand même, et Neville reste cloué au sol dans le couloir pendant des heures. Mais lors du banquet de fin d'année, Dumbledore se lève et lui accorde 10 points. Ces 10 points permettent à Gryffondor de remporter la Coupe des 4 maisons. Et Dumbledore explique pourquoi avec une phrase qui restera dans les mémoires. Il faut beaucoup de bravoure pour tenir tête à nos ennemis, mais il en faut tout autant pour tenir tête à nos amis. Ce moment, Rowling l'a écrit comme une déclaration d'intention. Elle voulait que Neville fasse quelque chose de courageux dès le premier livre. Pas un exploit spectaculaire, un acte moral. Tenir tête à ses propres amis, ceux qui sont de son côté. C'est le genre de courage le plus difficile qui soit. Et le chapeau, ce soir-là, avait parfaitement eu raison de l'envoyer à Gryffondor. Les années passent, Neville continue de galérer, les potions surtout, où les moqueries sont incessantes de Rogue, et le paralysent littéralement. Il ne peut pas penser clairement quand quelqu'un attend son erreur avec impatience. Et puis arrive la 3e année, un cours de défense contre les forces du mal. Le professeur, Lupin. Les élèves doivent affronter un épouvantard. Un être qui prend la forme de votre peur la plus profonde. Ron voit une araignée géante, Harry voit un détraqueur, et Neville. Neville voit le professeur Rogue. Pas Voldemort, pas Bellatrix Lestrange, la femme qui a brisé sa famille, mais bien son professeur de potions. Parce que Voldemort est une menace abstraite pour lui à ce stade, presque mythique. Mais Rogue est là tous les jours, et tous les jours, il lui rappelle qu'il est insuffisant. Lupin fait alors quelque chose que personne n'avait encore fait pour Neville. Il l'encourage. Il lui demande d'imaginer Rogue habillé en grand-mère. La classe éclate de rire. Et Neville, il rit aussi, sans honte pour une fois. C'est le premier enseignant qui croit vraiment en lui. Et cette graine-là minuscule, presque invisible, va mettre 2 ans à germer. Mais elle germera. 4e année. Vacances de Noël. Harry, Ron, Hermione et Ginny sont à l'hôpital Sainte-Mangouste pour rendre visite à un autre blessé. Et dans un couloir de cet hôpital, ils croisent Neville. Neville qui rend visite à ses parents. Il entre dans la chambre. Frank Londubat est assis dans son lit, le regard dans le vide. Alice Londubat marche lentement dans la pièce. Elle approche de son fils et elle lui tend quelque chose. Un papier de chewing-gum vide. Elle ne sait pas qui il est. Elle ne reconnaît pas ce grand garçon maladroit debout devant elle. Elle ne sait pas qu'il est le fils qu'elle a mis au monde, qu'elle a tenu dans ses bras.
qu'elle a aimé avant que tout bascule. Mais quelque part, dans un recoin de ce qui reste d'elle, elle sent qu'elle doit lui donner quelque chose. Et Neville prend le papier. Sa grand-mère lui dit de le jeter. Il hoche la tête et il le glisse dans sa poche. Il garde chaque papier à chaque visite. Chaque fois que cette femme qui ne le reconnaît pas, elle essaie quand même de lui donner quelque chose. Parce que c'est tout ce qu'elle peut faire. Et pour lui, ça suffit. Parce qu'elle essaie. Harry Potter regarde cette scène et il pense à voix haute que c'est encore pire qu'une mort. Avoir des parents vivants qui sont incapables de se souvenir de vous. Et il a raison. La douleur de Neville n'est pas dans le passé, elle est au présent. Elle se renouvelle chaque Noël dans cette chambre d'hôpital, face à deux regards vides qui ne le verront jamais vraiment. 5e année et c'est le tournant. Deux choses se produisent presque simultanément. La première, l'évasion massive d'Azkaban. 10 mange-morts s'échappent de la prison, dont Bellatrix Lestrange, la femme qui a brisé les parents de Neville. Frank et Alice l'ont du bas. Elle est libre. Et en Neville, quelque chose change. Une colère froide, silencieuse, déterminée. La deuxième, l'armée de Dumbledore. Harry crée un groupe d'élèves pour s'entraîner à la défense contre les forces du mal, en dehors des cours officiels, et Neville s'y inscrit. Dans cet espace bienveillant, avec un professeur qui croit en lui et ne l'humilie pas, Neville progresse à une vitesse que personne n'avait anticipée. Il maîtrise des sortilèges que des élèves bien plus sûrs d'eux peinent à réussir. Et là, une révélation s'impose. Une révélation que le professeur McGonagall confirmera plus tard. Les difficultés de Neville n'ont jamais été liées à un manque de talent. Elle avait 3 causes précises. Une estime de soi détruite depuis l'enfance. Un harcèlement constant qui l'empêchait de penser clairement. Et surtout, sa baguette. Depuis sa première année à Poudlard, Neville utilise la baguette de son père. Pas la sienne, celle de Frank Londubat. Et dans le monde de la magie, une baguette appartenant à quelqu'un d'autre ne fonctionne jamais aussi bien. Parce que c'est la baguette qui choisit le sorcier, pas l'inverse. Pendant 4 ans et demi, Neville s'est battu avec un outil qui n'était pas fait pour lui. Symboliquement, il portait le poids de son père, les attentes de sa grand-mère et la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Dans le creux de sa main, à chaque cours, à chaque sortilège raté. Sa grand-mère insistait pour qu'il garde cette baguette, un lien avec Frank, une façon de maintenir vivant le souvenir d'un père que Neville n'a pour ainsi dire jamais connu. Un amour vrai qui l'écrasait quand même. Lors de la bataille du département des mystères, en fin de 5e année, cette baguette est brisée par un sort. Neville continue à se battre, le nez cassé, le visage ensanglanté, incapable de prononcer correctement des formules à cause de la douleur, et il reste le dernier élève debout à côté de Harry. Au début de l'année suivante, il reçoit sa propre baguette, bois de cerisier, cœur en crin de licorne, choisi pour lui, pour la première fois. Neville cesse d'être son père, il devient lui-même. 7e année, Harry, Ron et Hermione partent à la chasse aux Horcruxes. Ils quittent Poudlard et l'école tombe sous l'occupation des Carreaux. 2 mange-morts qui donnent des cours en punissant les élèves avec de la magie noire. Et c'est Neville qui prend la tête de la résistance. Il refuse de se soumettre. Il est puni, il recommence. Luna Lovegood, elle part à Noël. Ginny Weasley part à Pâques. Il continue seul. Les Carreaux s'en prennent à sa grand-mère pour le faire plier. Elle réussit à s'enfuir. Neville se réfugie dans la salle sur demande. Il y abrite les membres de l'AD. Pendant des mois, il garde la flamme allumée, sans savoir si Harry reviendra, sans certitude que ça finira bien, simplement parce que c'est juste, et que quelqu'un doit le faire. Quand Harry, Ron et Hermione reviennent enfin à Poudlard, c'est Neville qui les accueille, épuisé, amaigri, marqué, mais debout. Il n'a pas attendu le héros pour agir.
il était le héros que personne ne regardait. Troisième partie, la bataille de Poudlard. La bataille de Poudlard, le moment final. Voldemort croit avoir gagné, Harry semble mort, il s'est sacrifié. Le Seigneur des Ténèbres parade devant les défenseurs de Poudlard brisés, épuisés, et leur propose de se rendre. Et il interpelle Neville Londubat, un sang pur, un garçon de bonne famille qui pourrait rejoindre ses rangs, dit-il, et être épargné. Neville le regarde et lui dit « Je vous rejoindrai le jour où l'enfer gèlera ». Voldemort l'immobilise, il attrape le chapeau magique et le pose sur la tête de Neville, puis il y met le feu. Et dans ce moment où tout semble perdu, où Harry est mort, où la guerre semble finie, Neville brise le maléfice. D'un seul geste fluide et décidé, il sort l'épée de Gryffondor du chapeau en flammes et il tranche la tête de Nagini, le dernier Horcrux de Voldemort, permettant à Harry, qui n'était pas mort, de finir ce qu'il avait commencé 30 ans plus tôt. Et là, si vous avez lu le livre, vous voyez quelque chose de bouleversant. Au premier tome, Hermione immobilise Neville avec ce même maléfice, Petrificus Totalus. Pour qu'il les laisse passer, il était resté cloué au sol, incapable de bouger, la première fois. La deuxième fois, face à Voldemort lui-même, il brise le sort. Et le chapeau, l'objet qu'il avait envoyé à Gryffondor en reconnaissant son courage caché. 7 ans plus tôt, lui tend l'épée qui prouve définitivement qu'il était à sa place depuis le début. 7 ans, une boucle qui se referme dans un seul geste. Et il y a encore une chose que la plupart des gens ne savent pas. Pendant la bataille de Poudlard, Augusta Londubat, la grand-mère sévère, celle qui doutait de son petit-fils, qui n'arrêtait pas de lui répéter qu'il n'était pas à la hauteur de son père, arrive à Poudlard. Harry lui dit que Neville est en train de se battre. Elle répond en un seul mot. Naturellement. Naturellement. La femme qui ne croyait pas en lui, qui le regardait comme un échec depuis qu'il était enfant. Elle dit simplement naturellement. Parce qu'elle sait maintenant. Elle a compris. Partie 4. Ce que Neville est devenu. Après la bataille de Poudlard, Neville passe quelque temps dans le département des Aurores, avec Harry et Ron pour aider à éradiquer les derniers mange-morts en fuite. Puis, il retourne à Poudlard. Il devient professeur. Celui que personne ne croyait capable d'être un grand sorcier enseigne dans l'école qui a failli le briser. Et, tous les ans, il montre à ses élèves la pièce de monnaie de l'armée de Dumbledore et leur raconte ce qui s'est passé, ce que ça a coûté, ce que ça valait. Il épouse Anna Abbott, ancienne élève de Poufsouffle. Le couple vit au-dessus du Chaudron Baveur, le pub mythique de Londres, qu'Anna dirige et ses élèves trouvent ça extraordinairement cool. Leur professeur de botanique habite au-dessus d'un pub. Et voici peut-être la chose la moins connue sur Neville Londubat, selon une publication officielle sur le site de Rowling. Neville est le parrain d'Albus Severus Potter, le deuxième fils de Harry. Le garçon que tout le monde sous-estimait est devenu l'une des personnes les plus importantes de la vie de famille du garçon qui a survécu. Et Frank et Alice. Ils n'ont jamais récupéré. Jamais. Même après la chute de Voldemort. Même après qu'Azkaban s'est vidé et que les mange-morts ont été arrêtés. Frank et Alice Londubat sont restés dans cette chambre de Sainte-Mangouste, incapables de reconnaître leur fils jusqu'à la fin. Neville a accompli le geste le plus héroïque de la guerre, et les deux personnes pour qui il se battait le plus profondément n'ont jamais su ce qu'il avait fait. On arrive maintenant à la conclusion. Alors voilà, Neville Londubat. Le garçon qui a failli se noyer à 8 ans parce que sa famille essayait de déclencher sa magie de force. Qui a grandi dans l'ombre d'un père qu'il n'a jamais vraiment connu. Qui a passé 5 ans à Poudlard avec la baguette de quelqu'un d'autre. Qui gardait précieusement des papiers de chewing-gum vides dans sa poche parce que c'était tout ce que sa mère pouvait lui donner. Et qui a quand même tenu tête à Voldemort, seul, sans qu'on lui le demande, sans certitude que ça servirait à quelque chose. Ce qui est beau dans son histoire, c'est qu'il ne devient pas quelqu'un d'autre. Il ne se transforme pas en super-héros. Il devient un plus lui-même, c'est tout.
Le courage qu'il montre à la fin de la saga, il l'avait déjà au premier tome, dans ce couloir les poings levés devant ses amis. Dumbledore l'avait vu, le chapeau l'avait vu, et Lupin l'avait vu. Mais Neville, lui, a mis ses temps à le voir. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de cette histoire. Le courage, ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas dès la naissance. C'est quelque chose qu'on construit, souvent à travers les épreuves les plus injustes, souvent dans le silence, sans que personne ne regarde. La prochaine fois que vous relirez les livres ou que vous regarderez les films, faites quelque chose. Regardez Neville, pas comme un personnage secondaire, comme le deuxième protagoniste d'une histoire qui a fait semblant d'en avoir un seul. Vous verrez des choses que vous n'aviez pas remarquées. Les innocents sont toujours les premières victimes. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours de même. Ronan, le centaure.